Imaginez ceci. Vous vous tenez dans les couloirs de marbre d'un palais macédonien, sur le point d'assister à l'une des cérémonies de mariage les plus glaçantes de l'histoire ancienne. Les robes de lin froissent contre votre peau, tandis que vous observez une femme. Ajustez le diadème d'or qui la désigne comme reine. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais de rage qu'elle doit avaler comme un vin amer. À travers les colonnes de marbre du palais de Péla, vous pouvez voir les nobles macédoniens se rassembler dans la cour en contrebas, leur voix s'élevant en célébration de ce qu'ils croient être son triomphe. Si seulement ils connaissaient la vérité. Vous regardez Arsinoé II, l'une des femmes les plus puissantes du monde antique, alors qu'elle épouse son propre demi-frère, Tomi. Il l'appelle Sonus foudroyant pour ses ambitions rapides et brutales, et il se tient à ses côtés, son bras entourant possessivement sa taille, sa prise est trop ferme, son sourire trop aiguisé. La couronne de mariage qu'il a posée sur sa tête il y a quelques instants ressemble à un carcan. Il lui a promis la sécurité pour ses fils. Il a promis de les reconnaître comme héritiers de son trône volé de Macédoine. Mais vous pouvez voir la faim dans ses yeux. La même faim qui l'a poussé à assassiner Salocus et à s'emparer de ses terres. Vous savez ce qu'il veut vraiment? Pas une épouse, mais l'élimination de rivaux. Ses 3 fils issus de son premier mariage représentent des menaces pour son règne. Et malgré ses paroles mielleuses, vous pouvez presque sentir le sang déjà sur ses mains. Les prêtres chantent en grec, invoquant Zeus et Héra pour bénir cette union. Comme il est ironique que ces divins frères et sœurs se marient dans les poèmes, tandis que les nobles assemblées font semblant de ne pas voir le dégoût dans ses yeux. Ce n'est pas la première fois qu'elle est échangée comme une gemme, précieuse pour sceller une alliance. À 15 ans, son père Tomi l'avait donnée à Lazacus, un homme assez âgé pour être son grand-père. Maintenant, à 40 ans, elle redevient une monnaie d'échange. Regardez comme le vin a un goût de cendre dans sa bouche tandis qu'il effectue les toasts rituels autour d'eux. La cour célèbre, mais elle est déjà en train de planifier. Si elle a appris quelque chose au cours des 25 années depuis qu'elle a mis le pied dans les eaux traîtresses de la politique hellénistique, c'est que survivre demande plus que la beauté ou la lignée. Il faut de la ruse, de la patience et la volonté de faire tout ce que les dieux exigent. Tandis que Serranus lève sa coupe pour porter un toast à leur union bénie, vous apercevez son fils aîné, Poléami, dans la foule. Contrairement à ses frères cadets, il a refusé de venir à Péla, pressentant le piège dans lequel elle, aveuglée par le désespoir, s'est volontairement engagée. Son absence pourrait encore lui sauver la vie, tandis que la sienne dépend du fil le plus fin. L'ironie est plus tranchante que n'importe quelle lame. Elle, Arsinoé, fille de la grande Pamisota, qui a façonné un empire sur le souffle mourant des conquêtes d'Alexandre, est devenue exactement ce que ses ennemis prétendent que toutes les femmes royales deviennent. Un pion dans les jeux des hommes. Mais ils sous-estiment ce qu'un pion peut devenir lorsqu'elle atteint l'autre côté de l'échiquier. La cérémonie se termine par des baisers au goût de poison et des promesses sonnant creux comme de la poterie brisée. Ce soir, alors que la Macédoine célèbre sa nouvelle reine, elle dormira aux côtés d'un homme qui ne voit en elle qu'un tremplin vers la légitimité, qui considère ses enfants comme des obstacles à éliminer. Mais il ne sait pas vraiment qui il épouse. Il ignore que le sang des successeurs d'Alexandre coule dans ses veines, qu'elle a survécu à des cours plus traîtresses que la sienne, et qu'elle a déjà commencé à tisser la toile qui sauvera sa vie ou les détruira tous. Avant de plonger dans cette histoire oubliée de survie et de souffrance à l'ombre des pyramides, si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière les dynasties les plus puissantes de l'histoire, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez.
Je trouve incroyable que nous explorions ces histoires anciennes ensemble, venant de différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre fascination commune pour le prix du pouvoir et les femmes qui l'ont payé. L'histoire d'Arsinoé II ne commence pas avec l'amour ni même le désir, mais avec les froides mathématiques de l'Empire. Née vers 316 à Vergicée dans la brillante nouvelle ville d'Alexandrie, elle entra dans un monde où la lignée était à la fois un privilège et une prison. Son père, Tulle, le premier sceau, était l'un des généraux les plus fidèles d'Alexandre le Grand, un homme qui avait aidé à transporter le corps du conquérant du monde depuis Babylone, puis avait façonné son propre royaume dans le chaos qui s'ensuivit. Dans les couloirs de marbre du palais Tomique, la jeune Arsinoé aurait appris très tôt que sa beauté n'était pas à elle. Elle appartenait à la dynastie. La seconde épouse de son père, Bérénice la première, avait déjà prouvé qu'une femme pouvait passer de l'obscurité relative à la royauté grâce au charme et à la ruse. Mais même lorsque Bérénice chuchotait des histoires de déesses et d'héroïnes à l'oreille de sa fille, la réalité était plus dure. Dans le monde des Diadoques, les filles des successeurs d'Alexandre étaient la diplomatie incarnée. L'Alexandrie de l'enfance d'Arsinoé était une ville enivrante de possibilités. La grande bibliothèque prenait forme, attirant des érudits de toute la Méditerranée, comme des papillons de nuit vers la flamme. Les navires venus d'Inde et d'Arabie encombrèrent le port, leurs cales remplies de soie, d'épices et d'ivoire. Mais sous les façades de marbre et les débats philosophiques, la ville vibrait d'une tension constante, celle d'une dynastie encore en quête de légitimité. Les Tomies étaient des Grecs régnant sur des Égyptiens, des Macédoniens jouant au pharaon, et chaque jour apportait de nouveaux défis à leur autorité. Arsinoé grandit bilingue, parlant grec au palais, mais apprenant l'égyptien auprès des serviteurs qui l'élevaient. Elle aurait observé les rituels quotidiens dans les enceintes des temples, vu les prêtres accomplir des cérémonies remontant à 3000 ans. Même enfant, elle comprenait que l'Égypte était différente des autres royaumes hellénistiques. Ici, le roi n'était pas seulement un souverain, mais un dieu, l'incarnation terrestre du pouvoir divin. Et les dieux, comme tout Égyptien le savait, avaient leurs propres règles concernant le mariage et la lignée. Les prêtres racontaient des histoires d'Isis et Osiris, les divins frères et sœurs, dont l'union avait créé l'ordre cosmique. Isis, la grande déesse mère, avait épousé son frère Osiris, seigneur des enfers, et leur amour était devenu la base de la religion égyptienne. Pour les Égyptiens natifs, le mariage entre frères et sœurs parmi les dieux n'était pas scandaleux, il était sacré. Mais pour les Grecs, c'était une abomination violant l'ordre naturel. Lorsqu'Arsinoé eut 15 ans, son père prit la décision qui allait définir sa vie. L'année était 301 à Vergicée, et les Diadoques se disputaient encore les restes de l'empire d'Alexandre. Lysaméacus, le roi de Thrace, avait besoin d'alliés contre ses rivaux, et Thomyrie devait sécuriser ses frontières orientales. La solution était simple, le mariage. Lysakus avait 55 ans, un vétéran buriné qui avait combattu aux côtés d'Alexandre du Danube jusqu'au Indès. Son corps portait les cicatrices d'une centaine de batailles, y compris la fameuse rencontre avec un lion qui lui avait valu son surnom. Pour la jeune Arsinoé, il devait sembler être une figure légendaire, à la fois terrifiante et magnifique. Le mariage eut lieu dans l'ancienne ville de Sardes, autrefois capitale de l'Empire perse. Imaginez la scène. La grande salle était remplie de nobles venus de tout le monde grec. Leur voix résonnait contre les murs dorés. Arino se tenait vêtu de robes de lin égyptien teinte en pourpre de Tyr, ses cheveux noirs couronnés d'un diadème captant la lumière de 1000 lampes à huile. Elle était belle comme ne le sont que les adolescentes, tout en potentiel et promesse. Ses yeux brillaient d'intelligence et d'une peur soigneusement cachée. Lysakus plaça l'anneau à son doigt avec des mains qui avaient
autrefois tenu l'étrier d'Alexandre. Il prononça les paroles anciennes de la cérémonie de mariage grecque, mais ses yeux étaient déjà calculateurs. Ce n'était pas une union de cœur, mais d'armée, pas une romance, mais un traité écrit dans la chair et le sang. En partageant le vin rituel, elle goûta son avenir, amer et enivrant à parts égales. Le festin de mariage dura 3 jours. Les poètes récitaient des vers, comparant la mariée à Hélène de Troie et à Pénélope la fidèle. Les musiciens jouaient de la harpe et de la flûte tandis que des danseurs venus de tout l'Empire se produisaient devant les nobles assemblées. Mais sous la célébration se cachait la dure réalité de ce que signifiait ce mariage. Arinous n'était plus seulement une princesse d'Égypte. Elle était désormais reine de Thrace, une joueuse dans le jeu mortel de la politique hellénistique. La cour de son nouveau mari était un lieu dangereux. Lysimachus régnait depuis plus de 2 décennies, mais son royaume était entouré d'ennemis. Au nord, les tribus trianes pressaient ses frontières, leurs guerriers avides d'or grec. À l'est, l'empire séleucide s'étendait de l'Anatolie à l'Inde, son roi Salocus Ier sondant constamment les faiblesses. Au sud, les autres diadoques observaient et attendaient le moindre signe de vulnérabilité. Dans cet environnement, Arsinoé apprit la première grande leçon de sa vie. La survie demandait plus que la beauté ou le charme. Elle nécessitait la capacité de lire les courants du pouvoir, de comprendre quand avancer et quand se retirer, quand parler et quand rester silencieuse. Elle observait les courtisans, de son mari avec l'intensité d'un faucon, surveillant sa proie, apprenant à déchiffrer les signes subtils d'alliance et de trahison. En moins d'1 an, elle était enceinte. L'enfant, un fils qu'ils nommèrent Tommy, naquit en 299 FJC, et son arrivée changea tout. Soudain, Arinous n'était plus seulement une épouse, mais une mère, plus qu'une reine. Elle devenait la fondatrice d'une potentielle dynastie. 2 autres fils suivirent rapidement, les Saméos en 297, Avjprosé et Philippe en 294, AVJC. Chaque naissance renforçait sa position à la cour. Chaque enfant était à la fois un otage du destin et une arme, dans le jeu de la succession royale. Mais Lysamus avait déjà un héritier, son fils Agathoclès, issu de son premier mariage. Alors que les fils d'Arsinoé grandissaient, passant de nourrissons à tout petits puis à de jeunes garçons, la question de la succession commença à dominer la politique de la cour. Qui hériterait du royaume? Le fils aîné, issu d'une roturière, ou les plus jeunes, nés d'une princesse d'Égypte? Les murmures commencèrent lentement. Les serviteurs parlaient à voix basse des ambitions de la reine égyptienne. Les nobles se divisèrent en factions, certains soutenant Agathoclès, d'autres voyant une opportunité dans les jeunes princes. Arsinoé se retrouva au centre d'une toile d'intrigue qui se complexifiait chaque année. Elle commença à comprendre la véritable nature de sa position. Elle n'était pas seulement une reine, elle était une reine étrangère. Une femme dont la loyauté était toujours suspecte, dont les enfants représentaient une menace pour l'ordre établi. La cour qui l'avait accueillie avec des célébrations la regardait désormais avec méfiance. Chaque mot qu'elle prononçait était analysé pour en déceler un sens caché. Chaque geste interprété comme un signe de complot. La pression était énorme. Imaginez être une jeune femme dans la vingtaine, loin de chez elle, responsable de 3 jeunes enfants, entourée d'ennemis, qui vous sourit en face et murmure du poison derrière votre dos. Le poids des attentes pesait sur elle comme une force physique. Son père avait investi l'avenir de l'Égypte dans ce mariage, et l'échec aurait signifié bien plus que la disgrâce personnelle. Cela aurait affaibli toute la dynastie ptolémaïque. Alors Arinous apprit à jouer le jeu. Elle cultiva des alliés parmi les dames de la cour, utilisant son or égyptien pour acheter leur loyauté. Elle patronna des philosophes et des poètes, créant un cercle d'intellectuels louant sa sagesse et sa beauté. Elle participa aux cérémonies religieuses,
respectant les dieux locaux tout en conservant ses propres pratiques égyptiennes. Peu à peu, elle commença à construire une base de pouvoir indépendante de son mari. Le moment crucial survint en 283 avec J.C., lorsque le fils aîné d'Arsinoé, Tomi, atteignit l'âge de 16 ans. Selon la coutume grecque, il était désormais assez âgé pour être considéré pour la succession. La question ne pouvait plus être évitée. Qui hériterait du royaume de Lysaméacus? Le vieux roi avait maintenant 73 ans, ses cheveux blancs comme la neige, sa démarche moins assurée. Il régnait depuis 39 ans, plus longtemps qu'Alexandre n'avait vécu, et le poids de ses décennies se lisait sur chaque ligne de son visage. Mais son esprit restait vif, et il comprenait le choix qui s'offrait à lui. Soutenir son fils aîné, Agathoclès, et risquer d'aliéner ses puissants alliés égyptiens. Soutenir les fils d'Arsinoé, et risquer une guerre civile avec les partisans d'Agathocle. Ce qui se passa ensuite serait débattu par les historiens pendant des siècles. Certains affirmèrent qu'Arsinoé avait séduit son mari pour éliminer son rival. D'autres soutinrent qu'elle ne fit que lui présenter des réalités politiques qu'il ne pouvait ignorer. La vérité, comme toujours dans ces histoires anciennes, était probablement plus complexe que n'importe quelle version. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'en 283 AVJ-C, Agathoclès fut arrêté pour trahison. Les preuves contre lui étaient maigres, quelques lettres interceptées, des réunions suspectes. Le témoignage de témoins peut être soudoyé ou contraint. Mais dans le monde de la politique hellénistique, l'apparence de culpabilité suffisait souvent. Quelques jours plus tard, Agathoclès était mort, exécuté sur ordre de son père. La cour fut frappée de stupeur. Agathoclès avait été populaire parmi les nobles, un commandant militaire, éprouvé ayant combattu aux côtés de son père dans de nombreuses campagnes. Son exécution envoyait un message clair. Les fils d'Arsinoé étaient désormais héritiers du trône, et quiconque s'y opposait le faisait à ses risques et périls. Mais cette victoire avait un prix terrible. La mort d'Agathocle divisa le royaume, créant des factions qui ne se réconcilieraient jamais vraiment. Beaucoup des anciens nobles, les hommes ayant servi Lysaméacus depuis le début, voyaient maintenant Arsinoé comme une sorcière étrangère ayant corrompu leur roi. Les murmures se faisaient plus forts, plus venimeux. On la surnommait Seconde Médée, une femme qui détruirait tout ce qu'elle touchait pour assouvir son pouvoir. Les ennemis extérieurs du royaume sentèrent la faiblesse. Salocus Ier, le dernier des gardes du corps originaux d'Alexandre, commença à avancer contre les territoires orientaux de Lysaméacus. Les tribus trianes pressaient davantage les frontières du nord. Les pirates attaquaient les villes côtières, sachant que le royaume était concentré sur ses divisions internes. En 241 AVJ, la crise éclata. Salocus envahit l'Anatolie avec une armée massive, prétendant venger la mort d'Agathoclès. Lysaméacus, malgré son âge, prit une dernière fois le champ de bataille. À la bataille de Corripédium, les deux vieux hommes, tous deux dans la soixantaine avancée, se firent face dans ce qui serait la confrontation finale de leur génération. La bataille fut un désastre pour Lysaméacus. Son armée, affaiblie par des années de conflits internes, s'effondra sous l'assaut séleucide. Le vieux roi tomba lui-même, transpercé par une douzaine de lances. Avec sa mort, le royaume de Thrace s'effondra comme une maison bâtie sur du sable. Arsinoé, maintenant veuve à 35 ans, se retrouva dans la position la plus dangereuse de sa vie. Elle avait 3 jeunes fils à protéger, mais aucune armée pour les défendre. Le royaume que son mari avait construit se dissolvait autour d'elle, déchiré par des généraux ambitieux et des nobles vengeurs. Salocus avançait sur la capitale, et il n'y avait nulle part où fuir. Mais Arsinoé n'avait pas survécu à 20 ans d'intrigue, de cour en restant passive. Dès que la nouvelle de la mort de son mari lui parvint, elle planifia déjà son prochain mouvement. Elle rassembla ses partisans les plus loyaux, sécurisa les trésors qu'elle pouvait emporter,
et se prépara à s'échapper. La femme qui avait autrefois été transportée à Sardais dans un palanquin nuptial devait maintenant fuir pour sauver sa vie. L'ironie était amère. Elle avait joué le jeu du pouvoir aussi bien que n'importe quel homme. Sacrifier son beau-fils pour assurer l'avenir de ses enfants. Endurer des décennies de suspicion et de haine. Et maintenant, au moment de la crise, elle n'avait d'autre choix que de fuir. Le voyage vers la sécurité fut éprouvant. Imaginez une caravane royale traversant la nuit, les torches vacillant dans l'obscurité, le bruit des sabots étouffé par le sable. Arsinoé chevauchait avec ses 3 fils, Potmé, 17 ans Lysimachus, 15 ans, et Philippe, 12 ans. Ils n'étaient plus des princes, mais des réfugiés. Leur robe royale avait été remplacée par des vêtements de voyage simples. Derrière eux, le royaume brûlait. Salucas avait pris la capitale, et ses soldats traquaient méthodiquement tous ceux liés à l'ancien régime. Les partisans d'Arsinoé étaient exécutés ou réduits en esclavage. Les villes qui avaient autrefois célébré son arrivée ouvraient désormais leurs portes à ses ennemis. Mais Clou lui-même ne vivrait pas pour savourer sa victoire. Tandis qu'Arsinoé fuyait vers l'ouest, un autre drame se déroulait. Tommy Céronius, son demi-frère, fils du premier mariage de son père, vivait en exil à la cour de Caucus. Le vieux roi avait promis de l'aider à retrouver son droit de naissance pour l'installer comme souverain de Macédoine. Mais Céronius était impatient, ambitieux et totalement impitoyable. Au moment même du triomphe, alors que Salucas se préparait à traverser en Europe, Sarafuzen frappa. Il assassina son hôte et bienfaiteur, s'emparant de l'armée et du trône de Macédoine pour lui-même. Le dernier des compagnons originaux d'Alexandre était mort, tué par un homme assez jeune pour être son petit-fils. La nouvelle parvint à Arino alors qu'elle se réfugiait dans une ville portuaire sur la côte d'Aïan. Son demi-frère, l'homme qui avait été écarté de la succession en Égypte, qui avait nourri ses rancunes dans des cours étrangères pendant des décennies, était maintenant roi de Macédoine, et il lui proposait le mariage. La proposition fut transmise par un messager qui parla en paroles mielleuses de réconciliation et d'unité familiale. Saranus promit de reconnaître ses fils comme héritiers, de leur donner le royaume que Lysimachus avait perdu. Il parla d'amour et de destin, de la nécessité pour la lignée, Tomique de régner en Macédoine comme elle régnait en Égypte. Arsinoé écouta ces mots avec un visage de pierre. Elle avait déjà entendu de telles promesses de la part de Lysimachus, de nombreux courtisans et généraux. Elle connaissait le poids des promesses royales, savait à quelle vitesse elles pouvaient être oubliées lorsque la convenance l'exigeait. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix. Ses fils avaient besoin de protection, et elle avait besoin d'un trône depuis lequel la leur offrir. La décision d'accepter la proposition de Céronius fut la plus difficile de sa vie. Elle n'était plus une jeune fille naïve, mais une femme de 40 ans ayant vu l'horreur complète de ce que les hommes pouvaient faire quand le pouvoir était en jeu. Elle savait que se marier avec son demi-frère était un pari désespéré, qu'elle entrait dans un piège les yeux grands ouverts. Mais quel choix avait-elle? Refuser signifiait l'exil perpétuel, une vie de vagabondage de cour en cour, regardant ses fils grandir comme des pensionnaires dépendants de la charité des autres. Accepter signifiait tout risquer dans l'espoir que le sang ait un sens, que les liens familiaux soient plus forts que le calcul politique. Alors qu'elle se préparait à partir pour la Macédoine, Arsinoé prit une dernière décision. Elle envoya son fils aîné, Tommy, à la cour d'un allié lointain. Si le désastre frappait, au moins un de ses enfants pourrait survivre pour perpétuer la lignée. C'était la sagesse d'une mère née de l'expérience, amère et de l'amour désespéré. Le mariage eut lieu à Pella, l'ancienne capitale de la Macédoine, à l'ombre du palais où Alexandre avait grandi. La cérémonie fut magnifique. Saranus ne lésina pas sur les moyens pour montrer sa légitimité.
mais sous l'or et le pourpre, la musique et la danse se cachaient la froide réalité de la nécessité politique. Arino se tenait aux côtés de son demi-frère, pendant que les prêtres accomplissaient les anciens rituels. Ils étaient enfants du même père, mais de mères différentes, produits des multiples mariages de Thoy le Ier. Dans la tradition égyptienne, de telles unions n'étaient pas seulement acceptables, mais sacrées, reflétant les mariages divins qui maintenaient l'ordre cosmique. Mais pour les Grecs, cette union était troublante, évoquant plus le désespoir que le destin. Le festin de mariage dura 3 jours, mais la lune de miel ne fut que de quelques heures. Dès la nuit de leur mariage, Sonus révéla ses véritables intentions. Il avait épousé Arino non par amour ou alliance politique, mais pour éliminer la menace que représentait un de ses fils. Avec elle en sécurité sous son pouvoir, il pouvait s'occuper de ses enfants à loisir. La trahison fut rapide et brutale. Les soldats de Céronus encerclèrent les quartiers du palais où séjournaient les 2 plus jeunes fils d'Arsenault. Les garçons, Lascus et Philippe, âgés de 15 et 12 ans, furent arrachés de leur lit et assassinés devant les yeux de leur mère. Leur sang souilla les marbres du palais où Alexandre avait joué enfant. Les cris d'Arsenault résonnèrent à travers les couloirs de Péla, un son qui entrait le palais pendant des générations. Mais son chagrin était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Même alors que les corps de ses fils étaient emportés, elle planifiait sa fuite. La femme qui avait survécu à 2 décennies d'intrigues de cour n'allait pas laisser cette trahison mettre fin à sa vie. Elle avait appris de l'exemple de son père. Plégier avait échappé à des situations impossibles en étant plus rapide et plus impitoyable que ses ennemis. Maintenant, alors que les gardes surveillaient chacun de ses mouvements et que les serviteurs rapportaient chacun de ses mots, Arino commença à tracer sa propre survie. La fuite fut digne d'un roman, utilisant des serviteurs loyaux et le réseau souterrain d'esclaves et d'affranchis qui existait dans chaque palais. Elle réussit à quitter Péla en pleine nuit. Déguisée en servante, ses robes royales remplacées par une laine grossière, son diadème serti de bijoux troqués contre un simple foulard. Derrière elle, elle laissa une doublure, une esclave ressemblant de loin à la reine, qui gagna des heures précieuses avant que la supercherie ne soit découverte. Le voyage vers la sécurité fut un cauchemar de fuites étroites et de dangers cachés. Partout, des soldats recherchèrent la femme qui avait humilié leur roi en échappant à son piège. Arino se déplaçait dans l'ombre, aidé par un réseau de partisans qui risquaient leur vie pour l'abriter. Certains étaient motivés par la loyauté, d'autres par l'or, mais tous comprenaient qu'ils participaient à un drame qui serait raconté pendant des siècles. Sa destination était l'île de Samothrace, un lieu sacré où les anciennes religions à mystère offraient un refuge à ceux qui le cherchaient. Les temples de l'île étaient protégés par des coutumes plus anciennes que les cités grecques, plus anciennes que le royaume macédonien. Même Saranus n'oserait violer l'enceinte sacrée des grands dieux. Lorsque son navire approcha des rivages rocheux de Samothrace, Arino dut sentir tout le poids de ses pertes. Elle avait été mariée 3 fois, avait donné naissance à 3 fils, régné en tant que reine de 2 royaumes. Maintenant, elle était réfugiée, dépendante de la charité des prêtres et de la protection des lois anciennes. 2 de ses fils étaient morts, assassinés par son propre demi-frère. Le 3e était en exil, son avenir incertain. Mais Arsenault n'était pas une femme à être vaincue par le désastre. Même en pleurant ses enfants perdus, elle planifiait déjà son prochain mouvement. Elle avait une dernière carte à jouer, une ultime chance de reconstruire sa vie et d'assurer son héritage. Son plus jeune frère, Ptolémée II, régnait maintenant en Égypte en tant que pharaon. Si elle pouvait atteindre Alexandrie, si elle pouvait le convaincre de l'accueillir, elle pourrait encore trouver un moyen de survivre. Le voyage de Samothrace à Alexandrie était semé de dangers. Les navires de Saranus patrouillaient dans le nord de l'Argie, tandis que des pirates infestaient les eaux du sud.
Mais Arino avait appris à être ingénieuse, à exploiter chaque avantage disponible. Elle voyageait déguisée, parfois en épouse de marchand, parfois en pèlerine cherchant un enseignement religieux. Sa beauté, autrefois son plus grand atout, était maintenant cachée sous des vêtements grossiers et un maquillage discret. Lorsqu'elle atteignit enfin le port d'Alexandrie, la ville de sa naissance, elle dut ressentir un mélange complexe d'émotions. C'était son foyer, mais aussi le lieu où avait commencé son exil, 40 ans plus tôt. Le palais où elle avait joué enfant était désormais gouverné par un frère qu'elle connaissait à peine, un homme qui avait été bébé lorsqu'elle avait été mariée à Lamossus. Tommy Zeu, âgé de 36 ans, était un érudit et administrateur, ayant hérité du royaume de son père mais pas de son génie militaire. L'Égypte prospérait sous son règne. Ses routes commerciales étaient sûres, ses temples magnifiques. Mais le pharaon lui-même était prudent, refusant de prendre les risques qui avaient fait la grandeur de son père. La réunion entre frères et sœurs fut maladroite, chargée de décennies de séparation et de suspicion mutuelle. Arsinoe n'était plus la jeune princesse qui avait quitté Alexandrie dans un palanquin nuptial. Elle était une femme endurcie par la tragédie, marquée par la trahison, désireuse d'une seconde chance. Tommy II voyait en elle à la fois une opportunité et une menace, une sœur qui pouvait être une alliée, précieuse ou une rivale, capable de contester son autorité. Les négociations étaient délicates. Arsinoe avait besoin d'un refuge, mais aussi d'un rôle digne de son expérience et de son ambition. Elle ne pouvait pas simplement se retirer dans un exil confortable. Elle ne pouvait accepter la vie d'une parente dépendante. Elle avait été reine, mère, actrice dans le grand jeu du pouvoir. Elle ne se contenterait pas de disparaître dans l'ombre. La solution qui vint fut aussi choquante que brillante. Tommy II était marié à Arsinoe la première, une femme qui lui avait donné des enfants mais qui manquait de l'acuité politique, nécessaire pour être une véritable partenaire de règne. S'il divorçait de sa femme pour épouser sa sœur, il ne gagnerait pas seulement une reine, mais une co-dirigeante, quelqu'un qui comprenait les complexités de la politique hellénistique, comme peu d'autres. L'idée du mariage entre frères et sœurs n'était pas nouvelle en Égypte. Depuis 3000 ans, les pharaons avaient parfois épousé leurs sœurs, suivant l'exemple des dieux eux-mêmes. Isis et Osiris, le couple divin qui régnait sur l'au-delà, étaient frères et sœurs. Leur union n'était pas considérée comme incestueuse, mais comme sacrée, un reflet de l'ordre cosmique qui maintenait l'équilibre de l'univers. Mais les Potamises étaient grecs, et pour les Grecs, le mariage entre frères et sœurs était une abomination. Il violait l'ordre naturel, offensait les dieux et menaçait la stabilité de la société. Aucun souverain tomique n'avait jamais épousé un frère ou une sœur complète, bien qu'ils aient parfois épousé des demi-frères ou des cousines. La décision de briser ce tabou ne fut pas prise à la légère. Tommy II comprit qu'il franchissait une ligne irréversible, qu'il établissait un précédent qui définirait sa dynastie pour les siècles à venir. Mais il comprenait aussi les avantages. En épousant Arsinoe, il suivait l'exemple des pharaons, revendiquant l'autorité divine qui accompagnait le mariage sacré. Il démontrait que les Potamies n'étaient pas seulement des rois grecs régnant sur l'Égypte, mais de véritables pharaons, héritiers des traditions les plus anciennes. L'annonce des fiançailles provoqua des ondes de choc à travers le monde grec. Poètes et philosophes débattirent de la moralité du mariage entre frères et sœurs, tandis que les politiciens calculaient les implications pour leur propre royaume. Certains y voyaient un signe de décadence égyptienne, la preuve que les Tomis avaient été corrompus par leurs sujets étrangers. D'autres reconnaissaient un coup de maître en matière de propagande, un moyen de revendiquer une légitimité qu'aucune autre dynastie hellénistique ne pouvait égaler. Le mariage lui-même fut un événement magnifique, conçu pour souligner la nature divine de l'union. La cérémonie eut lieu dans le grand temple de Ptah à Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte.
où les pharaons avaient été couronnés pendant des millénaires. Les rituels étaient égyptiens plutôt que grecs, soulignant la nature sacrée du mariage et le statut divin du couple. Arsenault, maintenant âgé de 41 ans, se tenait aux côtés de son frère de 26 ans tandis que le grand prêtre exécutait les cérémonies anciennes. Elle portait la double couronne de Haute et Basse Égypte, symbole de l'autorité pharaonique portée par les souverains depuis l'époque des premiers pharaons. Son frère arborait les insignes traditionnels du pharaon, le sceptre et le flagellum, symbole de son rôle de berger de son peuple. Les hymnes chantés ce jour-là étaient d'une ancienneté incommensurable, des textes déjà vieux lorsque les pyramides furent construites. Ils parlaient de mariage divin, de l'union entre ciel et terre, entre ordre et chaos. Ils proclamaient que le couple royal n'était plus simplement humain, mais devenu digne d'adoration et de vénération. Les Grecs d'Alexandrie étaient scandalisés, mais fascinés. Ils n'avaient jamais assisté à une telle cérémonie, n'avaient jamais vu toute la pompe de la religion pharaonique. Les Thomides avaient toujours maintenu un équilibre soigneux entre leurs identités grecques et égyptiennes. Mais maintenant, ils se déclaraient entièrement égyptiens, pleinement pharaoniques. Le mariage transforma les deux partenaires. Tomi II devint Tomi Philadelphie, le frère amant, un titre à la fois descriptif et glorieux. Arsenault devint Arsenault Philadelphie, la sœur épouse partageant l'autorité divine du pharaon. Ensemble, ils étaient les Théois Philadelphie, les dieux frères et sœurs qui régnaient sur l'Égypte comme Isis et Osiris régnaient sur l'au-delà. Mais la transformation allait au-delà de la cérémonie. Arino apportait au mariage des décennies d'expérience dans le jeu, mortelle de la politique hellénistique. Elle avait survécu au cours de Lysaméacus et de Saranus, avait vu des royaumes s'élever et tomber, et avait appris l'art de survivre dans un monde où la faiblesse signifiait la mort. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait utiliser ce savoir sans crainte. La nouvelle reine se consacra avec énergie au gouvernement, impressionnant ses sujets. Elle accompagnait Tomi dans ses tournées du royaume, aidant à résoudre les conflits et à gérer les relations complexes entre les différents groupes ethniques de la population égyptienne. Elle soutenait les arts et les sciences, poursuivant la tradition de mécénat intellectuel qui avait fait d'Alexandrie le centre du savoir dans le monde antique. Mais sa plus grande contribution fut dans le domaine de la politique étrangère. Le monde hellénistique était plus dangereux que jamais, avec de nouvelles puissances défiant l'ordre ancien. Les Romains étendaient leur influence dans la Méditerranée occidentale, tandis que les Parthes pressaient contre les frontières orientales de l'Empire séleucide. Les Tomis devaient naviguer dans ces eaux périlleuses avec habileté et ruse. Arsenault comprenait l'importance de l'imagerie divine pour projeter le pouvoir. Sous son influence, le couple royal commença à apparaître sur les monnaies et monuments comme des dieux. Leurs images étaient associées aux divinités traditionnelles de l'Égypte. Ils étaient représentés recevant des offrandes du peuple, bénissant la terre de leur présence divine et maintenant l'ordre cosmique à travers leur union sacrée. La politique fonctionna. Les sujets égyptiens, grecs et égyptiens commencèrent à percevoir leurs souverains non plus comme des conquérants étrangers, mais comme des pharaons légitimes, héritiers d'une tradition remontant aux origines de la civilisation. Le mariage divin avait donné aux Tomis ce que aucune autre dynastie hellénistique ne possédait. Une revendication d'autorité à la fois politique et religieuse, à la fois grecque et égyptienne. Mais le coût personnel fut énorme. Arsenault avait tout sacrifié. Son premier mariage, ses enfants, sa jeunesse pour atteindre cette position. Elle avait enduré des décennies d'exil et de trahison. Elle avait vu ses fils assassinés devant ses yeux. Elle avait fui pour sauver sa vie à travers la Méditerranée. Maintenant, dans le crépuscule de sa vie, elle avait remporté le prix ultime, une part de l'autorité divine,
une place parmi les dieux eux-mêmes. Le mariage ne produisit aucun enfant, mais cela n'avait pas d'importance. Tommy II avait déjà des héritiers issus de son premier mariage, et Arsenault était maintenant au-delà de l'âge de procréer. Ce qui importait n'était pas la reproduction biologique, mais la transformation politique et religieuse. Les Tomies étaient devenus quelque chose de nouveau, transcendant les limites ordinaires de l'autorité humaine. Alors qu'Arsenault se tenait dans le palais d'Alexandrie, portant la couronne des pharaons, elle devait réfléchir au long et étrange chemin qui l'avait menée jusqu'à ce moment. Elle avait été un pion dans les jeux diplomatiques de son père, une épouse trophée pour un roi vieillissant, une victime de l'ambition meurtrière de son demi-frère. Mais elle avait également joué un rôle à part entière, utilisant tous les outils à sa disposition. Beauté, intelligence, cruauté et détermination pure, pour survivre et finalement triompher. La tradition qu'elle avait établie survivrait des siècles après elle. Les futurs souverains tomiques suivraient son exemple, mariant leurs frères et sœurs pour maintenir l'autorité divine de la dynastie. Cette pratique atteindra son apogée avec la plus célèbre de toutes les reines tomiques, Cléopâtre III, qui épousa successivement 2 de ses frères et utilisa le prestige de son ascendance divine pour défier Rome elle-même. Mais ceci est une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, alors que nous observons Arsenault dans son moment de triomphe, nous devons admirer le prix qu'elle a payé pour le pouvoir et la détermination impitoyable qu'il a porté à travers des décennies de souffrance jusqu'à cette ultime reconnaissance. Elle avait été forcée à l'inceste, non pas une fois, mais 2 fois. Elle avait été utilisée comme outil de la politique dynastique, de l'enfance à l'âge mûr. Mais à la fin, elle transforma cette victimisation en victoire, cette souffrance en force. La femme qui s'était autrefois recroquevillée dans un palais macédonien, alors que ses enfants étaient assassinés, se tenait maintenant comme une déesse sur les terres des pharaons. Son autorité incontestée, son héritage assuré. Elle avait payé le prix ultime du pouvoir. Mais elle avait également obtenu la récompense ultime, l'immortalité, non seulement dans la mémoire des historiens, mais dans les traditions religieuses des peuples qu'elle gouvernait. Alors que le soleil se couchait sur le Nil, projetant de longues ombres dans les jardins du palais, Arino devait ressentir une profonde satisfaction. Elle avait survécu à l'insurmontable, triomphé d'obstacles impossibles, s'était transformée de victime en déesse. La jeune fille vendue en mariage à 15 ans était devenue la femme qui redéfinissait ce qu'être une reine tomique signifiait. La lignée se poursuivrait, préservée non par ses propres enfants, mais par l'institution qu'elle avait créée. La pratique de l'inceste royal, autrefois choquante et sans précédent, deviendrait la caractéristique définissante de la dynastie tomique, et les futures reines se référeraient à elle comme la fondatrice de leur tradition, la femme qui leur avait montré que la survie était possible même dans les circonstances les plus désespérées. Mais le coup, terrible et déchirant, ne serait jamais oublié. Chaque futur mariage tomique porterait l'écho de son sacrifice. Chaque cérémonie divine se souviendrait du prix qu'elle avait payé. Elle avait sauvé la dynastie, mais s'était perdue elle-même dans le processus, devenant un symbole plutôt qu'une personne, une déesse plutôt qu'une femme. L'ironie tragique était complète. En cherchant à préserver son humanité pour protéger ses enfants, elle avait été forcée de sacrifier son humanité pour devenir un dieu. En luttant pour rester mère, elle avait été contrainte de devenir un mythe. La femme qui n'avait voulu que protéger sa famille avait fini par fonder une tradition qui consumera d'innombrables familles dans les siècles à venir. Alors que la nuit tombait sur Alexandrie, la ville se calait dans le rythme qui la définirait pour les 3 siècles suivants. Dans le palais, le couple divin accomplissait ses devoirs sacrés, maintenant l'ordre cosmique par leur union. Dans les temples, les prêtres offraient des prières pour la santé et la
prospérité des Tewa à Philadelphie. Dans les rues, marchands et savants, paysans et pêcheurs, vaquaient à leurs occupations sous la protection de dieux jadis humains. Et quelque part, dans l'ombre de la mémoire, les fantômes de 2 garçons assassinés jouaient dans les jardins de leur enfance, leur rire résonnant à travers les siècles, rappel du prix toujours exigé par le pouvoir. La tradition qu'Arsenault avait établie survivrait à sa mort, mais elle ne s'affranchirait jamais du sang qui avait arrosé ses racines. L'histoire était loin d'être terminée. La dynastie thomique continuerait encore 2 siècles et demi, produisant des souverains à la fois brillants et dépravés. Mais tous retraceraient leur tradition jusqu'à ce moment, jusqu'à cette femme, jusqu'à cette transformation terrible et nécessaire de victime en déesse. Les années qui suivirent le mariage divin furent une étude de la danse complexe, entre le pouvoir et son prix. Arsenault II, maintenant dans la quarantaine, se consacra au rôle de reine pharaon avec la ferveur de quelqu'un qui comprenait que cette chance pourrait être sa dernière occasion de laisser une marque durable dans l'histoire. Elle avait appris de ses mariages précédents que survivre signifiait plus que simplement endurer. Cela signifiait devenir indispensable. Le premier grand test du couple royal survint avec le déclenchement de la première guerre syrienne en 274. Abjissé l'empire séleucide, encore secoué par le chaos suivant le meurtre de Saloukas, était déchiré par des prétendants rivaux au trône. Antiochos I, l'héritier légitime, se trouvait contesté par des usurpateurs et des gouverneurs rebelles voyant l'opportunité dans la faiblesse de l'empire. Pour l'Égypte, cela représentait à la fois un danger et une opportunité. La chance de récupérer les territoires perdus face à Saloukas, mais aussi le risque d'être entraîné dans un conflit coûteux. Arsenault se révéla inestimable dans ses délibérations. Son expérience des intrigues, des alliances et des trahisons lui permit de guider son frère époux et de naviguer dans les eaux périlleuses de la diplomatie hellénistique, consolidant l'autorité de l'Égypte et renforçant la légitimité divine du couple royal. Son expérience au cours de Lysimachus et de Céronus lui avait appris à lire les courants subtils de la politique interdynastique. Elle comprenait comment les généraux ambitieux pensaient, comment ils évaluaient les risques et les récompenses, comment ils pouvaient être manipulés ou vaincus. Lorsque Ptolémée II hésitait entre prudence et audace, elle offrait le conseil décisif qui allait façonner la stratégie de l'Égypte pour des décennies. « Frappez maintenant », dit-elle à son frère époux, alors qu'il se tenait sur le balcon du palais, surplombant le port d'Alexandrie, regardant les navires de guerre se préparer au départ. Antiochos est faible, son empire est fracturé, mais la faiblesse est temporaire. Donne-lui du temps, et il consolidera son pouvoir. Frappe maintenant, pendant qu'il saigne de dizaines de blessures. Ces mots portaient le poids d'une expérience amère. Elle avait vu ce qui arrivait à ceux qui attendaient trop longtemps, hésitaient alors que la fortune leur offrait ses dons. Lysimachus avait hésité avant de traiter avec Agathocle, et cette hésitation lui avait coûté tout. Céronus avait frappé rapidement en assassinant Salocus, mais il s'était ensuite complu, permettant à ses ennemis de s'organiser contre lui. La leçon était claire. Dans le monde de la politique hellénistique, le timing était tout. La guerre qui suivit valida ses conseils. Les forces égyptiennes balayèrent la Palestine et le sud de la Syrie, récupérant des territoires perdus depuis des décennies. Les cités, qui avaient gémi sous la taxation séleucide, accueillirent les armées ptomiques en libérateurs. Arino accompagna elle-même certaines de ces campagnes. Sa présence servait à la fois à inspirer les troupes et à s'assurer que les victoires étaient correctement consolidées. Mais ce n'était pas seulement dans la stratégie militaire qu'Arsenault excellait. Elle comprenait quelque chose que beaucoup de ses contemporains manquaient. L'importance du récit, le contrôle de la manière dont le pouvoir était perçu et mémorisé. Sous son influence,
La cour royale devint un centre de production artistique et littéraire. Comme jamais depuis l'époque de Périclès à Athènes, des poètes comme Théocrite furent commandés pour écrire des vers, comparant le couple royal à Zeus et Héra, soulignant la nature divine de leur union tout en la rendant acceptable aux sensibilités grecques. Comme Zeus, roi des immortels, aime Héra, son épouse sœur, décrivait Théocrite, ainsi Tomie aime son épouse. La comparaison était délibérée et calculée. Si le roi des dieux pouvait épouser sa sœur, alors les pharaons mortels pouvaient bien faire de même. Mais Arino veillait à équilibrer les sensibilités grecques et égyptiennes. Dans les temples le long du Nil, elle et Tomie étaient représentés comme Isis et Osiris, les frères et sœurs divins dont l'union maintenait l'ordre cosmique. Les inscriptions hiéroglyphiques parlaient de leur mariage dans des termes sacrés depuis des millénaires, mettant en avant la continuité avec le passé pharaonique plutôt que l'innovation ou l'influence étrangère. L'influence de la reine s'étendait à tous les aspects de la vie de cour. Elle réforma le palais royal, établissant de nouvelles cérémonies et protocoles qui soulignaient le statut divin du couple régnant. Elle soutint la grande bibliothèque, veillant à ce que des érudits venus de tout le bassin méditerranéen viennent à Alexandrie étudier et enseigner. Elle supervisa la construction de temples et bâtiments publics magnifiques, proclamant le pouvoir thomique tant aux sujets qu'aux visiteurs étrangers. Peut-être plus important encore, elle commença à intégrer les enfants de son beau-fils Poly II, issu de son premier mariage, dans le nouvel ordre. Le prince héritier, futur Polyme III, n'était qu'un enfant lorsque son père divorça pour épouser Arsinoe. Mais la nouvelle reine prit soin de lui montrer honneur et affection, comprenant que sa propre sécurité dépendait de sa loyauté future. « Tu es l'avenir de cette dynastie », lui dit-elle lors de l'une de leurs conversations privées. « Ton père et moi ne sommes que les gardiens du trône jusqu'à ce que tu sois prêt à le revendiquer. Souviens-toi que le pouvoir ne s'hérite pas. Il se gagne, jour après jour, décision après décision. Les dieux ont pu faire de toi un prince, mais seules tes actions feront de toi un roi. » Ces leçons étaient nées de sa propre expérience amère. Elle avait vu trop d'enfants royaux grandir en croyant que leur naissance leur donnait droit au pouvoir, pour découvrir ensuite que le monde se moquait de leur sens. Ils manquèrent de force pour le défendre. Le garçon qui deviendrait Tomie III absorba ses enseignements, qui lui seraient précieux lorsqu'il prendrait le trône. Au fil des années, Arsinoe assuma des rôles traditionnellement réservés aux hommes. Elle assistait aux réunions du Conseil royal, où sa voix avait autant de poids que celle d'un général ou d'un administrateur. Elle recevait des ambassadeurs étrangers, sa connaissance des langues et des coutumes se révélant inestimable dans les négociations. Elle participait même à des cérémonies religieuses traditionnellement réservées aux pharaons, partageant les devoirs sacrés qui maintenaient la relation de l'Égypte avec les dieux. La transformation était remarquable. La femme qui avait autrefois été un pion dans les jeux diplomatiques de son père était devenue une actrice de rang, équivalent à celui de n'importe quel souverain du monde méditerranéen. Les rois étrangers cherchaient sa faveur, sachant que son influence sur Tomie II était absolue. Les savants lui dédièrent leurs œuvres, la reconnaissant comme une mécène digne de vers immortels. Le peuple d'Égypte la vénérait comme une déesse, croyant que sa bénédiction divine assurait la fertilité des champs et la prospérité des cités. Mais peut-être l'aspect le plus significatif du règne d'Arsinoe fut le précédent qu'elle établit pour les futures reines tomiques. Avant son mariage avec Tomie II, les femmes royales du monde hellénistiques étaient importantes, surtout comme mères et instruments diplomatiques. Elles pouvaient exercer une influence considérable en coulisses, mais elles détenaient rarement un pouvoir formel ou des titres officiels. Arsinoe changea tout cela. Elle créa le modèle de ce que les historiens appelleraient plus tard la royauté tomique,
un modèle de gouvernance féminine combinant les concepts égyptiens traditionnels de royauté divine avec les idées hellénistiques sur l'autorité royale. Les futures reines, comme Cléopâtre II, s'appuieraient sur les fondations qu'elle avait posées, mais reconnaîtraient toujours en elle l'origine de leur pouvoir. L'ironie n'échappa pas à ceux qui connaissaient son histoire. La femme qui avait été forcée de mariages incestueux en tant que victime des calculs politiques masculins avait transformé ces mêmes mariages en source d'autorité féminine sans précédent. Elle avait pris les chaînes qui la liaient et les avait forgées en couronne. À mesure qu'Arsenault entrait dans la cinquantaine, elle commença à contempler son héritage. Elle n'avait pas d'enfant pour perpétuer sa lignée, mais elle avait créé quelque chose de peut-être plus durable. Une institution, une tradition, une manière d'être reine qui perdurerait bien après sa mort. La pratique du mariage entre frères et sœurs, initiée avec son union avec Tomi Hir, deviendrait la caractéristique définissante de la dynastie thomique, la distinguant de tous les autres souverains hellénistiques. Elle établit un culte en son honneur, quelque chose d'inédit pour une reine vivante. Des temples furent reconstruits où elle était adorée comme déesse. Des fêtes furent instituées pour célébrer son mariage divin. Des sacerdoces furent créés pour maintenir ses droits sacrés. Ce n'étaient pas de simples manifestations de vanité royale. C'étaient des actions soigneusement calculées pour assurer que ces innovations survivraient à sa mort. La fin survint en 270 avant JC, lorsque Arsenault avait 46 ans. La cause de sa mort s'est perdue dans l'histoire. Maladie, poison ou simplement l'accumulation des épreuves d'une vie vécue au plus haut niveau de stress et de danger. Ce qui importe n'est pas la manière dont elle mourut, mais ce qu'elle accomplit de son vivant. Ses funérailles furent un spectacle digne d'un pharaon. Le cortège parcourut les rues d'Alexandrie pendant plusieurs jours, avec des représentants venus de tout le bassin méditerranéen pour rendre hommage. Les poètes récitaient des vers en son honneur. Les prêtres accomplissaient des cérémonies en plusieurs langues, et le peuple d'Égypte pleurait la perte de sa reine divine. Mais même la mort ne pouvait diminuer son influence. Tomi II, privé de sa partenaire et co-reine, établit un culte éternel en son honneur. Elle fut officiellement divinisée sous le nom d'Arsenophilidélus, déesse aimant son frère, et son culte fut intégré à la religion d'État d'Égypte. Des temples à travers le royaume entretenant ses feux sacrés et son image apparut sur les monnaies et monuments pendant des siècles. Plus importante encore, la tradition qu'elle avait instaurée se poursuivit. Les futurs souverains thomiques suivirent son exemple, épousant leurs frères et sœurs pour maintenir le caractère divin de leur autorité. La pratique devint si essentielle à la dynastie qu'il était impossible d'imaginer un règne thomique sans elle. Chaque génération successive de mariages fraternels fut un hommage à sa mémoire, la reconnaissance qu'elle avait trouvée, la clé de la légitimité. Dans un monde qui ne respectait que le pouvoir, l'ironie tragique de son histoire était complète. La femme qui avait été victime de la pratique du mariage dynastique avait transformé cette même pratique en une source d'autorité féminine sans précédent. Elle avait été forcée à l'inceste par les calculs politiques des hommes, mais elle avait fait de l'inceste un outil pour transcender les limitations que ces mêmes hommes tentaient d'imposer. Au fil des siècles, alors que la dynastie thomique tombait finalement sous la conquête romaine, les historiens débattraient de la moralité et de la sagesse de la tradition instaurée par Arino. Certains condamnèrent la pratique du mariage entre frères et sœurs comme une corruption de la loi naturelle, un signe de décadence menant inévitablement à la chute de la dynastie. D'autres reconnurent en elle une adaptation, brillante aux circonstances, unique de l'Égypte hellénistique, un moyen de maintenir la légitimité dans un monde de revendications rivales et de loyauté divisée. Mais peut-être le plus bel hommage à Arsenault II vint d'une source inattendue.
Lorsque Jules César arriva à Alexandrie et commença sa liaison avec Cléopâtre II, il fut impressionné par la confiance et l'autorité de la jeune reine. Comment se tient-elle avec une telle assurance divine ? Aurait-il demandé à l'un de ses conseillers. La réponse était simple. Elle était l'héritière d'une tradition remontant à près de 3 siècles, à une femme qui avait transformé la victimisation en victoire, la souffrance en force, les chaînes en couronne. Cléopâtre régnait comme elle le faisait qu'Arsenault II lui avait montré comment faire, avait créé le modèle de la royauté thomique qui rendait cette autorité possible. Au final, cela reste peut-être l'aspect le plus remarquable de l'histoire d'Arsenault. Elle avait commencé comme un pion dans les jeux des autres, victime de forces qui la dépassaient, mais grâce à son intelligence, sa détermination et une capacité presque surhumaine de survie, elle se transforma en quelque chose d'inédit dans le monde antique. Une femme qui régnait non seulement par mariage ou maternité, mais par son propre mérite et son autorité. Le prix fut immense. Elle sacrifia ses enfants, sa jeunesse, sa tranquillité d'esprit et, finalement, son humanité pour atteindre cette transformation. Elle fut contrainte de devenir une déesse, car être simplement humaine ne suffisait pas pour survivre dans le monde qu'elle habitait. Mais cet accomplissement fut tout aussi immense. Elle créa un nouveau modèle de pouvoir féminin et montra que même dans les sociétés les plus patriarcales, une femme suffisamment déterminée pouvait transcender les limites imposées à son genre. Elle prouva que la victimisation n'était pas permanente, que même les circonstances les plus désespérées pouvaient devenir des opportunités de grandeur. Alors que le soleil se couchait sur le Nil le jour de ses funérailles, projetant de longues ombres sur les temples où elle serait adorée. Pendant des siècles, les pleureurs regagnèrent leur foyer, emportant avec eux le souvenir d'une reine incomparable. Elle avait été la femme forcée à l'inceste par les ambitions politiques de son propre père. Mais elle fut aussi celle qui transforma ces mêmes ambitions en une source de pouvoir qui résonnerait à travers les âges. La lignée qu'elle avait tant cherché à préserver, à travers ses enfants, vivait, désormais par l'institution qu'elle avait créée. Chaque future reine ptalique qui épousait son frère, chaque cérémonie proclamant la nature divine de l'inceste royal, chaque pièce portant l'image de souverain fraternel, étaient des monuments à sa mémoire, témoins du prix qu'elle avait payé et de la victoire qu'elle avait remportée. Dans la mort comme dans la vie, Arsenault II de Philadelphie resta ce qu'elle avait toujours été, une femme qui refusait d'accepter les limites que les autres cherchaient à lui imposer, transformant chaque chaîne en couronne, chaque défaite en marche vers un pouvoir plus grand. Elle fut la victime devenue déesse, la pionne devenue reine, la femme qui montra au monde que même l'inceste, ultime symbole d'impuissance et d'exploitation, pouvait se transformer en source de force. Son histoire était terminée, mais son héritage perdurerait jusqu'à ce que le dernier pharaon ptamique tombe sous les épées romaines et que la dynastie qu'elle avait contribué à créer passe enfin dans l'histoire. Même alors, son influence survivrait dans la mémoire des historiens et l'imagination des poètes, rappelant que les êtres humains peuvent transformer les circonstances les plus horribles en source de sens, de but et de pouvoir. La reine forcée à l'inceste par son propre père était devenue la déesse qui redéfinissait ce que signifiait être reine. En fin de compte, peut-être que cela suffisait comme victoire.